Oui, allô? Je voulais juste savoir si t'étais debout. Bonne journée. Je me suis dit, ce mec est complètement barge. C'est une grosse info parce que t'es le premier à l'entendre, parce que Alors. ça, je peux dire, je l'ai dit à personne. Donc le ça, je peux le dire, n'existera plus pour moi. C'est plus ma mission. Tu me fais peur. Qui es-tu, toi, pour me dire tout ce que tu viens de me dire? Mais la dernière phrase, c'est at the end, François, I am Serena Williams. Oh, on a peut-être perdu l'ambassadrice. C'est énorme ce que tu as fait aussi avec depuis que tu as repris la boîte. Parce que Biwi sans Pascal, c'est pas Biwi. Je crois que t'es très ami avec LeBron James. Je lui dirais que quand on a une conviction, il faut aller au bout. Si on n'est pas convaincu à 100%, le projet va foirer, c'est une certitude. T'as coché les cases, c'était bien. Ça suffit pour moi, j'ai pas à faire plus. Est-ce qu'elle va me mettre une tarte? Avoir vu le derrière de la scène, le truc que tu vois jamais, les souffrances, les blessures, les reconstructions, comment tu repars, comment tu gagnes plein de fois puis d'un coup tu perds, et comment tu décides quand même d'y retourner, quand tu commences à vieillir. Je suis super heureux aujourd'hui de recevoir mon ami François. François, c'est la légende de l'horlogerie. J'ai reçu Jean-Claude Biver, maintenant je reçois François Benamias. Je t'ai toujours vu comme un modèle pour l'horlogerie. Tu as quand même fait passer une marque de 1000 collaborateurs à plus de 2000, de 500 millions de chiffre d'affaires à près de 2 milliards. Difficile d'avoir un CV aussi bien fourni que le tien. Et puis ce podcast qui s'appelle Be Insider, c'est pour parler un petit peu de l'horlogerie, surtout parler de clients modèles de Biwi, et puis de voir un petit peu ce qui se passe derrière. Mais surtout et avant tout, je voulais te rendre une sorte d'hommage. Attention, on rend hommage aux gens qui meurent. Ouais, c'est encore un petit peu tôt. Donc je voudrais pas que ça m'arrive quand même demain matin, Non, mais alors bon, évidemment, d'accord. ça fait partie de ton parcours. Moi, je voulais te rendre hommage parce que tu es une personnalité de l'horlogerie. Et puis, pourquoi aujourd'hui chez un fournisseur? Parce que tu es, pour moi, le plus grand défenseur des fournisseurs. Tu as toujours respecté les sous-traitants, tu participes aux meetings avec les fournisseurs, et surtout et avant tout, d'ailleurs je t'avais écrit une lettre manuscrite, je ne sais pas si tu t'en rappelles, après ton discours au GPHG de 2019. Bien sûr, je me rappelle. On va écouter le passage. Il y a les gens qu'on ne peut pas récompenser ici ce soir, parce qu'il n'y a pas de prix pour eux. Et on ne pourrait pas, c'est compliqué. C'est les fournisseurs. Et les fournisseurs, on ne peut rien faire sans eux. On parle, tout le monde l'a évoqué ce soir, de manufacture. On est tous en train de produire nos belles choses de manière plus ou moins indépendante. Mais le problème n'est pas là. Sans les fournisseurs, l'horlogerie n'est absolument rien. Moi, je suis français, je ne suis pas suisse. Mais ça fait maintenant 25 ans que j'ai fêté cette année chez Audemars Piguet. Et j'ai pris cette fierté de la marque, cette fierté du territoire, cette fierté du savoir-faire, de l'intelligence, du sublime. Et quand j'entends que certaines personnes commencent à les regarder, à les produire dans d'autres parties du monde, pour de temps en temps aller gratter, je dis bien gratter, 10, 20 ou 30 francs sur une pièce, j'ai envie de hurler. Si des marques se permettent de faire ça, vous tuerez l'horlogerie, parce qu'aujourd'hui l'horlogerie est un espèce de croisement un peu particulier. Alors oui, c'est vrai, ça ne va pas fantastiquement bien à droite et à gauche, mais il y a une jeunesse qui débarque, de l'ordre de 15 à 20 ans, qui est en train de débarquer dans l'horlogerie, comme client, et qui est en train de dire, c'est extraordinaire, on ne savait même pas ce que c'était. Il y a du savoir-faire, il y a du talent, une envie de connaître plus. Et les réseaux sociaux vont vraiment ouvrir ces portes. Et on a un devoir de préserver un savoir-faire qui est absolument unique dans ce pays. Et on ne le fera que si on continue à soutenir les fournisseurs. Et même si de temps en temps, on ne peut pas gagner 12 ou 20 francs supplémentaires et qu'on doit affecter un prix public, l'émotion n'a jamais de prix. Donc ça sera le coup de gueule pour notre profession. On a encore de belles choses à faire tous ensemble. Écoute, depuis, en plus, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin obtenu la naturalisation suisse. Donc j'ai un passeport, un beau petit passeport rouge. Je vais faire construire dans la rue dans laquelle j'habite aujourd'hui. Donc je suis fou amoureux de ce pays. Et à chaque fois que je suis exposé effectivement à ces talents divers et variés, et je le suis en ce moment, regarde, je suis chez toi aujourd'hui,
pour moi, c'est extraordinaire. Et je ne pourrais pas imaginer une seule seconde que pour de la négligence ou de la facilité, on mette à risque ces années, ces décennies de talent et de savoir-faire. Et donc, je vais continuer à me battre comme un malade mental. Il y aura même des surprises dans le futur par rapport à ça. Ok, j'adore tes teasings. Je t'en parlerai après encore un petit peu pour voir un peu ce que tu vas faire dans le futur. T'es pas obligé de répondre. Mais, Ça va être chaud. Mais je pense que comme c'est un insider, tu peux donner peut-être un peu quelques scoops. On parle du Swissmade. Moi, je suis un peu frustré par rapport au Swissmade. On sait comment il est construit. On sait aussi, si je prends l'exemple du bracelet, qu'il n'est pas compris dans le Swissmade. Quel est ton avis à toi par rapport au Swissmade aujourd'hui? Je pense que le Swissmade comme le Made in France, tout ça, c'est un peu galvaudé parce que c'est pas complet. Parce que dans un monde parfait, si c'est fait en Suisse, ça devrait être à 100%. Or, tu as des billets qui te permettent de faire quelques petites choses à l'extérieur. Il y a la seconde où tant de choses sont faites ici dans la Suisse, c'est Swissmade. OK. Je pense que ça, on va pas pouvoir le remettre en question fondamentalement. C'est impossible, c'est aller trop loin. Il faut vivre avec. Mais ça n'empêche pas de continuer à aller chercher à être les plus innovateurs, les plus éco-responsables, parce que c'est ça que la Suisse doit garder comme train d'avance. Il faut absolument toujours continuer à pousser plus loin pour s'approprier cette notion de « on ne s'endort pas sur nos lauriers, on continue à pousser ». La Suisse est quand même un des pays les plus innovateurs au monde, si ce n'est le pays le plus innovateur. Continuons. Et j'ai envie de dire, la partie logistique du Swissmade, mettons-la de côté. Tant que des gens du monde de l'horlogerie ou autres sont capables d'amener des innovations révolutionnaires qui changent le monde et qui le font progresser, qu'on soit à 60%, 70%, 80% pour un Swissmade, c'est pas si grave que ça. La Suisse garde, en termes de perception, une image de qualité, de bonheur, de propreté, de respect et d'humilité. Tant que ça tient, j'achète. Magnifique. Le Swissmade, c'est un sujet important, aussi la famille, pour toi et pour moi, on en discute parfois ensemble. On a un parcours dans des entreprises familiales. Biwi est une entreprise familiale. On a une croissance en 6 ans, on est passé de 100 collaborateurs à plus de 300. Je me suis battu pour essayer de conserver cet esprit familial. Pour moi, c'est fondamental. Comment toi, en passant de 1000 collaborateurs à 2000, c'est même 3000 à la fin. Même 3000. On n'est plus à un millier près. Si, quand même. Comment tu as fait, en triplant les effectifs, de réussir à maintenir cet esprit familial chez Audemars Piguet? Je sais qu'il est cher pour toi. D'abord, c'est la chose la plus compliquée à préserver parce que on dit toujours, t'engages une personne, c'est un problème. T'engages 2 personnes, c'est 3 problèmes. Tu as le problème de l'individu seul, puis le problème entre eux. Donc, c'est exponentiel. Et il faut accepter ça, ça fait partie du jeu. Il faut savoir en plus qu'on a eu une croissance d'embauche énorme au moment et juste après le Covid. Et il ne faut pas oublier que le Covid a gardé certains pays fermés, notamment Chine, Hong Kong, Taïwan. C'est des gens qui ne pouvaient pas quitter leur pays longtemps après que d'autres frontières se soient réouvertes. Ça veut dire qu'on n'a pas pu embarquer les gens assez rapidement pour leur faire comprendre ce qu'est la culture de la marque et comment se l'approprier. Ils n'avaient simplement pas le droit de voyager. Donc quand les portes se sont réouvertes, à peu près à mi-2022, là on a fait venir un maximum de gens au Brassus, en Suisse aussi, pour aller voir un peu ce qui se passait. Mais la culture, c'est un travail quotidien. Moi, je viens du monde du sport et j'ai beaucoup d'analogies avec le monde du sport. Un exemple que je donne régulièrement, c'est que dommage, mais on ne va pas parler de l'équipe suisse, mais on va parler de l'équipe de France, pour 2 secondes, de foot, qui gagne en 98. Mais l'équipe de France qui gagne en 98 avant la Coupe du Monde, elle est annoncée comme perdante. Elle ne va pas dépasser les quarts de finale. Aimé Jacquet se fait dézinguer complètement. Et c'est bon, une équipe de correct, mais sans plus. Il gagne. Surprise. En 2002, l'équipe qui arrive à la Coupe du Monde en 2002, elle est extraordinaire sur le papier. Un truc très drôle, c'est la même chose pour l'Argentine. Et tous les gens qui parlent de la Coupe du Monde 2002 disent « la finale, c'est France-Argentine ». C'est sûr. Les 2 équipes ne passent pas le premier tour. C'est bien la preuve que c'est pas seulement le talent de l'individu qui marche tout seul et tu peux pas avoir juste... Ils peuvent être extraordinaires dans leur propre couloir, dans leur propre rôle, mais s'il n'y a pas une synergie d'équipe, c'est mort. Or, la synergie d'équipe,
C'est pas un one size fits all, c'est pas un truc où tu dis lundi c'est fait puis tu es tranquille pendant 3 mois. Faut y aller tous les jours, mais tous les jours. Parce que c'est très très fin. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien de démolir une ambiance, ça se joue à rien de... Il faut des années pour construire une culture. Il faut des jours ou des semaines ou des mois pour la détruire. C'est un vrai travail de malade, mais c'est le travail le plus passionnant dans la construction d'entreprise. Parce qu'il n'y a pas de succès d'entreprise sans son côté humain. Ça ne marche pas. Et donc, il faut aller chercher ça tous les jours. Et puis, il y a plein de choses à faire, créatives, par lesquelles on est passé aussi pour que les gens aient envie d'être ensemble. Quand on est à la tête d'une entreprise, on doit systématiquement se remettre en question. Ça fait partie du rôle d'un dirigeant. Moi, si je me regardais dans la glace et puis que je voyais un jeune Pascal avec peut-être 15 ou 20 ans de moins, je lui dirais que quand on a une conviction, il faut aller au bout. Et puis, si on n'est pas convaincu à 100%, le projet va foirer, c'est une certitude. J'ai fait des erreurs par le passé parce que je croyais moyennement au projet. Et puis, si tu as un doute, ça se retrouve sur la finalité, finalement sur le résultat. Et puis, je lui dirais, ne va que si tu es convaincu de ton projet. Si toi, tu voyais le jeune François dans la glace un peu plus jeune, quel conseil tu lui donnerais par rapport au management ? Alors d'abord, avant de répondre à cette question, je vais faire un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire. Sur ma porte, il a été marqué pendant longtemps « Do or do not, there is no try ». Donc c'est où tu vas ou tu vas pas. Donc effectivement, si tu n'es pas convaincu, cherche même pas à y aller, tu as perdu avant d'y aller. Moi, je suis convaincu, mais depuis tout jeune, tu y vas. C'est pas une victoire garantie. Et tu vas te planter. Et ce n'est pas un problème. Mais quand tu y vas à 150%, sinon tu ne vas pas y arriver. Ce n'est même pas la peine de partir. Mais ça, je l'avais... Donc, je n'ai pas besoin de dire ça au jeune François. J'ai été construit comme ça. Ce que je dirais au plus jeune François, je lui dirais d'être moins dur, parce que j'ai été très, très dur comme patron, parce que j'ai vite atteint des jobs à responsabilité. Donc, j'avais des gens sous mes ordres. Et j'étais très, très dur, moi, pendant longtemps. Hein. Il a fallu que je débarque aux États-Unis pour commencer à comprendre une culture complètement différente, au niveau de l'éducation même des enfants. Et c'est mes enfants qui m'ont fait devenir, et mon ex-épouse d'ailleurs, qui m'ont fait devenir un meilleur patron. Pourquoi ? L'éducation à la française, et je l'ai vécu et subi, c'est pour ça que j'ai jamais aimé l'école, hein, c'est que si tu n'avais pas des bonnes notes, quel que soit le niveau de tes notes et de ta progression, même dans les mauvaises notes, tu étais nul. Donc le bonnet d'âne, va dans le coin, on fera jamais rien de toi, et machin, tu ne sers à rien, tu n'es rien, donc si tu entends tous les jours, tu n'es rien. Si tu as un peu de caractère, tu vas t'en sortir. Si tu n'as pas de caractère, ça peut te démolir complètement. Et puis, je suis arrivé aux États-Unis. Et là, j'ai vu que, tu sais, les grades aux États-Unis, c'est A, B, C, D, E. Nous, on avait les notes sur 20. Moi, je dépassais généralement les 10, mais c'est pas grave. Mais aux États-Unis, c'est A, B, C, D. Alors, A, B, c'est déjà bof. C, c'est moyen. Je suis content parce que mes 2 filles, elles sont que des A, donc on est tranquille. Mais j'ai vu mon ex-beau-fils aussi se choper un C et passer à un B. En France, ça reste moyen. Et là, ce qu'il entendait des profs, c'était de dire, tu vois, ça commence à venir, continue. Et peut-être que si rechoper un C après, c'est pas grave, tu as eu un B, va rechercher un deuxième. Et cette mentalité de laisser la porte ouverte à la possibilité de progresser, psychologiquement, mais c'est le monde à l'envers. Et si tu ne fais pas ça avec des collaborateurs, moi je pouvais être dur et cinglant, et devant d'autres. Et tout à coup, il a fallu que je change. Et puis je me suis aperçu une chose. C'est un peu cette culture en fait par rapport à l'échec qu'ils ont aussi, c'est une autre Absolument. mentalité. Ouais. Mais véritablement, c'est pas parce que tu massacres quelqu'un que tu vas le rendre meilleur. Et c'est marrant parce que dans le sport, tu as des coachings aussi très durs. Tu as des coachs qui sont d'une dureté avec le machin. Mais je crois de plus en plus, puis maintenant j'ai 60 balais, donc c'est vraiment ce que je mets en place, c'est pas en massacrant les gens que tu avances. Et que souvent, il faut accepter la responsabilité des bourdes que peuvent faire les gens sous tes ordres. Et ce que je dis toujours comme axe très important, tu sais, dans des réunions, tu peux te trouver dans des réunions autour d'une table où tu as 15 personnes. 15 personnes, pour moi, c'est une aberration, parce que souvent, sur 15 personnes, il n'y a que 3 qui parlent. Mais le risque que tu prends quand tu as 15 personnes qui sont à un niveau de management, quand ils redescendent dans les étages, c'est est-ce qu'ils ont compris ce que tu as dit ? Parce que des fois, tu peux dire une phrase
qui pour toi est complètement claire, et la personne va l'avoir interprété différemment. Et si elle l'interprète différemment et qu'elle bascule ça dans les couloirs, t'es mort. Et les gens ne peuvent pas s'approprier le message. Ça, c'est un exercice difficile. Magnifique. Les gens savent pas que tu es un peu fou, Ils devraient. Si, ils certains devraient. le savent, Si, quand certains même. le savent. Si. mais tu marques les gens. Et toi, tu m'as marqué plusieurs fois dans ma vie. Je me rappelle d'une fois, tu m'as téléphoné à 6h le matin. Oui, allô? Je voulais juste savoir si tu étais debout. Bonne journée. Je me suis dit, ce mec est complètement barge. Tu dors pas beaucoup la nuit? Non, je dors pas beaucoup. Et c'est pas une prétention, c'est parce que j'adorerais dormir, mais j'y arrive pas. Donc, je peux pas faire autrement. Moi, je me réveille régulièrement entre 3 et 4 heures du matin. Donc, à 6 heures du matin, c'est bon, je suis déjà en place, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais savoir si c'était debout, mais c'était un test, plutôt pour dire, tiens, je veux voir, parce que moi, je te regarde comme quelqu'un de... C'est énorme ce que tu as fait aussi depuis que tu as repris la boîte. Et je vois les collaborateurs, je suis venu chez toi plusieurs fois, moi je vois les sourires chez tout le monde, à droite, à gauche. Ça, c'est toujours un signe, quand même. L'entourage, la bienveillance qu'il y a. Et je me suis dit, tiens, je veux voir à quelle heure il est sur le pont le matin. Est-ce qu'il commence par du sport, auquel cas il est à la gym, ben, machin, il est forcément debout. Est-ce qu'il va prendre son téléphone parce que j'appelle? Puis t'as coché les cases, c'était bien. Ça suffit, pour moi, je n'ai pas à faire plus. T'as vu que depuis, je t'ai jamais rappelé à 6 heures du matin. Quand même. C'est juste, ouais. Ouais. C'est juste. J'aimerais savoir, par rapport à ta carrière, j'aimerais parler un petit peu du passé, mais pas trop, je préfère me projeter sur l'avenir. Quel a été ton plus grand défi dans ta carrière? Et puis, maintenant, ce qui m'intrigue, c'est que, j'ai envie de dire, tu pars presque d'une feuille blanche. Quand on a atteint les sommets que tu as pu atteindre, tu prends le risque aujourd'hui de repartir d'une feuille blanche. Je pense que c'est potentiellement ton plus grand défi du futur. Quel est ton plus grand défi du futur? Je veux le passé et je veux le futur. Alors, le plus grand défi du passé, ça a été de créer cette culture humaine, de la faire grandir. Il y avait déjà une culture humaine chez Audemars Piguet. Je ne suis pas arrivé, il n'y en avait pas. Bien sûr qu'il y en avait une. Mais de réussir à monter ça de manière exponentielle. Et c'est passé par un paquet d'exercices sympas à droite et à gauche, de faire des fêtes du personnel sur lesquelles on prenait les 4 sites. Donc, on avait le Locle, on avait Mérin, on avait le Brassus, et puis on avait l'Abeille, et de faire bosser 70 personnes sur Thriller de Michael Jackson. Non, mais on a fait la chorégraphie complète pour la fête du personnel. Il faut savoir que les gens répétaient chacun de leur côté, et que le jour de la fête, on a pu faire 3 fois le truc ensemble pour la première fois. 75 personnes sur scène. Tu avais donc des horlogers, des gens de l'IT, du légal, du machin, c'est extraordinaire. Ça, ce genre de choses, ça soude les gens. Et puis ça laisse des papillons dans les mémoires, les trucs. Et puis on a eu plein des choses comme ça. Ça, c'est le plus grand défi parce que l'humain, c'est du vivant, donc tous les jours, ça change. Tu ne te lèves pas tous les jours de la même façon. Même dans la même journée, tu peux démarrer le matin en étant grognon et être super heureux à 5 heures de l'après-midi parce qu'il s'est passé des bonnes choses. C'est juste, ouais. Ok, donc c'est ça le vrai défi. Et ça reste le vrai défi de demain. Mais quand tu dis je pars d'une page blanche, ben non, je pars pas d'une page blanche. Parce que tu pars pas d'une page blanche à 60 balais. La grande différence qu'il y aura dans le futur, je ne dirigerai aucune des sociétés dans lesquelles je vais être impliqué. Donc le job de CEO, ça je peux le dire, n'existera plus pour moi. Ok. Parce que c'est plus ma mission. Moi, ma mission, c'est de transmettre un maximum tout ce que j'ai pu apprendre, en faire bénéficier les plus jeunes générations, et que dans ce que je vais faire demain, qui peut impliquer plusieurs sociétés dans plusieurs domaines, de toute façon, ça sera autour du coaching. Moi, je veux vraiment aider les gens à progresser. C'est ma prochaine étape. C'est une info, merci. C'est une grosse info parce que tu es le premier à l'entendre, parce que ça, je peux dire, je ne l'ai dit à personne pour Merci l'instant. beaucoup. Je suis convaincu que tu seras une machine de guerre niveau coaching. Je sais que t'es coup d'essai. D'ailleurs, j'avais vu une interview de toi où c'est que tu avais fait une lettre à Serena Williams, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Parce qu'elle avait perdu un match et tu n'avais pas forcément apprécié la manière dont elle avait joué. L'attitude. Et tu lui as fait une lettre et ensuite elle a gagné, je crois, un grand chelem, c'est ça? Elle a gagné New York cet été-là. Et puis elle t'avait dit que ta lettre l'avait beaucoup aidé, c'est juste? Oui, non, mais ça c'est une histoire qui est assez géniale parce que je vois Serena au mois de mars de cette année-là
à New York, et puis elle me dit, tu ne viens jamais me voir jouer. Je dis, bah ouais, mais bon, ok, d'accord. Je dis, écoute, on va faire un deal. Je viens de voir jouer, 2 conditions. 1, tu dois être en finale, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc, je viens de voir jouer à Roland-Garros, la finale, c'est la première semaine de juin. Donc, je viens de voir, mais si tu gagnes, au moment où tu vas dans les tribunes embrasser ta famille, tu dois venir me prendre dans les bras devant tout le monde. Ok? Et elle me dit, parce que c'est pareil, on est quand même vraiment proches, elle me dit, donne. Je dis, ok. Elle va en finale, on est là avec ma chère et tendre, machin, truc, et la finale, elle perd en 2-7, attitude pas bonne, machin, puis j'appelle son agent, qu'elle a depuis 20 ans, et je lui dis, j'ai envie d'écrire un courrier à Serena. Est-ce que tu veux voir le courrier avant? Elle me dit, non, c'est pas la peine. Je fais, ouais, le courrier va être un peu chaud quand même, parce que j'ai envie de lui dire ce que je pense, pas de filtre, j'ai vu des choses qui me plaisent pas du tout, et donc je veux pouvoir les partager avec elle. Mais c'est constructif. Elle me dit, fais la lettre. Je lui envoie la lettre à l'agent, et qui me dit, go. Donc j'envoie le courrier par email à Serena. Et donc je l'envoie le lendemain de sa défaite, qui était le samedi, la finale c'est le samedi, je l'envoie le dimanche. Lundi rien, mardi rien, mercredi rien. Je fais, oh là 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 là, à mon avis là, ça va faire des dégâts. Et elle me répond jeudi un email, par email, et je ne comprends pas exactement ce qu'elle veut dire, si d'un côté elle est heureuse du courrier que j'ai écrit, ou si je l'ai vraiment affecté dans le mauvais sens du terme. Mais la dernière phrase, c'est « At the end, François, I am Serena Williams ». Et cette phrase-là peut vouloir dire « Qui es-tu, toi, pour me dire tout ce que tu viens de me dire ?» Et dans ma tête, je me dis « Oh, on a peut-être perdu l'ambassadrice. » Et donc, on est juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, pas de son. Rien. Et moi, je me dis « On va voir. » Mois de décembre, on est à Miami pour Art Basel. Elle doit venir et elle confirme qu'elle va venir. Je dis, ah, Good news. elle vient. Et là, je suis en train de parler à quelqu'un et on m'annonce que Serena Williams arrive. Et dans ma tête, je me dis encore, est-ce qu'elle va me mettre une tarte? Parce qu'elle pourrait. Ouais. Est-ce que je vais prendre une tarte? Et elle vient vers moi. Il s'est passé ce moment, mais magique, où on se prend par la taille. Donc, on est très, très proche au niveau du visage. On se prend par la taille. On ne s'est pas parlé donc depuis juin. Et donc, je dis à des gens qui sont autour de moi, je dis, bougez-moi la presse, là, je veux pas de photos, je veux rien, forcément. Et puis elle me dit, il faut que je te dise un truc. Puis avec une petite larme, elle m'a dit, ton courrier, personne dans toute ma carrière m'a jamais écrit un courrier comme celui-là. Okay. C'est ton courrier qui m'a fait gagner New York cet été. Et elle est en larmes à ce moment-là. Et à ce moment-là, on se prend vraiment dans les bras. Et moi, j'ai cette espèce de, tu vois, j'ai encore des frissons, le fait d'en parler, de dire, mais c'est extraordinaire, il y a un moment de complicité, mais sublimissime. Mais ce qui est drôle pour la fin de cette histoire, c'est que plusieurs mois plus tard, je reçois un coup de téléphone, je suis à la maison le soir, coup de téléphone de la boutique de New York, il y a Serena qui est là avec Vénus, donc sa sœur, elle veut te parler. Et puis il y a Serena qui prend le téléphone, il fait, je suis avec Vénus, elle voudrait savoir si tu pourrais lui écrire un courrier aussi à elle. Excellent. Et donc ça, c'est histoire vraie, j'ai tout gardé parce que c'est un truc de malade. Ouais. Ouais, moi je trouve que tu as une vraie force par rapport à ça, aussi de transmission, d'énergie. On sait que tu étais sportif professionnel, ton rêve c'était d'être numéro 1 au golf. C'est bien raté ça. Raté. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec ton mental, ça serait probablement différent. Ah, si tu me donnes mon mental de maintenant et je repars à 18 ans ou même à 15 ans, ah ouais. Peut-être on ferait différemment. Si tu devais faire un parallèle entre le sport et le management, niveau mental, comment tu le ferais? C'est la même chose. Il faut. Moi qui ai eu la chance, effectivement, ça c'est une grande chance d'avoir travaillé aussi longtemps pour Audemars Piguet quand même, mais j'ai développé des relations avec des athlètes de haut niveau. Moi qui suis un fou furieux du sport, mais de malade, des vraies complicités, on est potes. Et d'avoir vu le derrière de la scène, le truc que tu vois jamais, les souffrances, les blessures, les reconstructions, comment tu repars, comment tu gagnes plein de fois, puis d'un coup tu perds, et comment tu décides quand même d'y retourner, quand tu commences à vieillir. Et toutes ces expériences, c'est les mêmes dans la vie professionnelle. Hein. Si on prend un cas concret, je crois que tu es très ami avec LeBron James. C'est un travailleur acharné, non? Bah écoute, la dernière fois qu'on s'est vu physiquement, c'était chez lui, à Cleveland, dans l'Ohio. Il nous a invités à dîner. On est arrivé, je crois, à 7h30 chez lui. Donc on visite la baraque, on parle un peu, machin et tout, puis on passe à table. Et puis, on parle de tout et de rien. Et je dis, mais qu'est-ce qui te fait encore tourner, quoi? C'est bon.
C'était déjà là. Pourquoi tu y retournes? Il m'a dit, mais parce que j'ai pas fini. Et puis surtout, je veux jouer avec mon fils. Ce qu'il fait actuellement, je crois. Ouais, non, mais et le gars, c'est 40 balais quand même maintenant. Donc, il faut y aller. Et il m'a dit d'ailleurs, il faut que je te dise un truc, François. Il faut que je t'aime très fort parce qu'il était déjà 9h30. Il me dit à 9h30, je suis déjà au lit. D'ailleurs, je suis le seul athlète peut-être sur la planète dont la femme se plaint que je suis toujours au lit à 9h. Tu vois, c'est pas dans l'autre sens où le mec qui revient de boîte à 4h du matin. C'est son épouse se plaint qu'à 9h, il est au lit. Pourquoi? Parce qu'à 4h du matin, il est déjà en train de s'entraîner. Et quand tu vois qu'un LeBron James, aussi balèze soit-il, et qui est un des plus grands de l'histoire du basketball, est capable de dire à 4h du matin, je suis debout tous les jours pour aller m'entraîner avec une hygiène de vie, mais de malade, ben, tu dis ok. Ben, tu vois, tu peux prendre ce genre d'expérience, de trucs, et puis tu te les appropries en business, puis tu fais un peu pareil. Histoire incroyable. Donc, management, c'est clair. L'innovation. L'innovation chez Biwi, moi, c'est le nerf de la guerre. Chaque année, j'investis massivement, plus de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise dans l'innovation. Je suis obsédé par ça. Ça a suivi toute ta carrière aussi, l'innovation. Quelle est ta vision de l'innovation? Comment tu as relevé les challenges? Et puis, quelle est ta philosophie par rapport à ça? J'ai été élevé longtemps, pas par mes parents, mais à l'école, et puis ensuite même après l'école, et même dans le sport professionnel, au golf, avec des phrases du style « on a toujours fait comme ça ». Ça, tu ne pourras pas faire parce qu'on n'a jamais fait. Non, ça ne marchera pas. Pourquoi tu veux changer? Je me suis nourri de ça. Et plus on m'a forcé à aller sur des chemins qui sont des impasses, plus ça m'a poussé à dire « et si ?» Et pourquoi on ne ferait pas différemment? Et pourquoi on ne penserait pas différemment? Et je crois que c'est un savant mélange où tu ne peux jamais discounter l'historique et l'histoire d'une marque et comment elle s'est construite, ou d'une équipe. Jamais. Mais tu as un devoir absolu de garder les portes ouvertes à des choses qui pourraient débarquer. Et j'ai un exemple super concret. Parlons de la nouvelle génération qui débarque, là. Les 20 ans. Tu sais? Alors nous, toi moins, mais moi, les vieux, on est en train de dire de cette génération, c'est une génération qui est, comment dire, qui est abîmée pour plein de raisons. C'est une génération qui n'a pas envie de bosser. C'est une génération qui veut... De geeks. Comment? De geeks sur leur téléphone. Non, mais c'est une génération qui ne sait plus communiquer les uns avec les autres. En fait, on les abîme dans tous les sens. On recommence le truc d'il y a 40 ans. Hein. Mais il faut arrêter. Parce que, première chose, beaucoup de mots qu'on connaît de cette génération, c'est nous qui avons validé que ça se passe comme ça. C'est les parents. C'est pas eux, c'est nous. Mais la deuxième chose, c'est que c'est pas tous, et c'est loin de là. Et moi, je rencontre un paquet de jeunes aujourd'hui qui sont dégourdis, qui ont envie, motivés, machin, qui vont nous aider à changer le monde. Il faut savoir une chose. Moi, quand je suis gamin, j'ai que 2 façons d'apprendre. J'ai mes parents et j'ai mes profs. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas Internet, j'ai pas de téléphone portable, j'ai des livres. Ok, d'accord. Mais c'est tout. Donc, ma source de communication, elle est super restreinte. Mes parents, mes profs, des bouquins. Mais moi, de l'autre côté, je ne peux pas apprendre des choses à mes parents. Or, les gamins aujourd'hui, qui démarrent à 2 ans, 3 ans sur des tablettes, je le vois, j'ai une fille de 12 ans, elle m'apprend un paquet de trucs. Et c'est génial d'aujourd'hui avoir cet échange. Et parce que j'ai cet échange avec justement une jeunesse qui débarque, bah, mon esprit reste ouvert. Et au lieu d'être celui qui dit « ouais, mais on a toujours fait comme ça », non. Je dis « mais c'est génial, ça m'intéresse ce que tu es en train de me dire ». Elle m'éduque sur de la musique, elle m'éduque sur des façons de penser, elle m'éduque sur des façons de regarder les choses, et je me dis, mais il faut qu'on fasse super gaffe, parce qu'on ne peut pas imposer notre vision de notre construction de mes 60 ans à la génération qui débarque. Et là où il y a un chemin extraordinaire, c'est qu'il faut qu'on les mélange. Et là, ça peut être exceptionnel. Et dans mon futur, il y aura beaucoup, beaucoup de jeunes. Hein. Tu as toujours été entouré de jeunes. Mais j'adore. Mais j'adore. J'adore, c'est comme ça et je prends de plus en plus de plaisir. Et d'ailleurs, les gens beaucoup plus âgés aussi avec lesquels je bosse, parce qu'il y en a, ce sont des esprits jeunes. J'aime bien dire « I'm 60 years young ». Excellent, j'ai entendu ça.
Elle est cadeau, celle-là, elle est pour toi. Merci, j'adore. Comme tu veux te lancer dans le coaching, on va dire que je vais prendre ça comme des honoraires offerts, donc volontiers. Alors, c'est vrai qu'à mon taux horaire d'aujourd'hui... On va faire simple. Dis-moi. C'est marrant parce que tu as dit tout à l'heure, ce qui te définit le mieux, c'est cette recherche perpétuelle de l'innovation. C'est on s'endort jamais sur nos lauriers, on avance, on continue, on va aller prendre des murs, mais c'est pas grave. Tous les matins, on se lève et on repart au charbon dans tous les sens, pour être toujours en train de chercher. Mais à côté de ça, tu as une partie de ton caractère où tu es un amour, toi. Tu es un généreux, mais de malade. Et puis là, maintenant, je peux le dire, parce qu'on a dîné ensemble hier et tu as partagé un truc avec moi, c'est à quel point ta maman est ultra importante pour toi. Et ta maman, c'est un cœur gros comme ça, c'est une femme qui vient d'un background pas de malade mental, d'accord? C'est du niveau, ok, c'était quoi? Elle travaille dans une boulangerie, hein, c'est ça? Et c'est un cœur gigantesque, et donc le Pascal que je connais, je vois, maintenant je comprends encore plus, toute cette générosité que tu dégages en permanence. Si j'étais ton grand frère, je te dirais, fais gaffe, ne donne pas tout de toi systématiquement. Je le prends volontiers, le conseil. Moi, je suis un passionné. Le problème, c'est que je suis un passionné. On a fait des meetings ensemble. Moi, je vis à fond le truc. Comme toi aussi, tu peux le vivre. Et puis, c'est cette frontière-là entre la passion et puis la vigilance qui parfois... Je me suis planté aussi, hein, je te rassure. Ouais, évidemment. Par des gens en qui je croyais véritablement. Hein. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça nous arrive. Et ça me fait le parallèle avec les États-Unis. Et tu parlais de la culture de l'échec aussi. Si tu te plantes une fois, il faut être débile pour se planter une deuxième fois. Généralement sur un sujet. Et puis, le passé et les échecs font partie aujourd'hui des valeurs qu'on peut avoir mutuellement. Et des forces. Tu sais, il y a un grand patron français qui m'a dit il n'y a pas longtemps, et c'était une révélation pour moi, il a fallu que j'attende 59 ans, hein, pour comprendre pourquoi j'avais raté au golf, que je comprenne pourquoi j'avais failli rater le permis, que je comprenne pourquoi j'avais raté des échéances. Pourquoi tu avais raté au golf? Ah, mais c'est simple. Tout mon système d'organisation de pensée est tellement cartésien qu'au golf, tu sais, tu as 18 trous et un tournoi de golf professionnel, c'est sur 4 jours. Et au bout de 2 jours, il y a un cut. Ça veut dire les plus mauvais joueurs, ils gardent les 60 premiers, puis les autres derrière, ils partent à la poubelle. Et donc, tu n'as pas gagné un centime. Mais même si je jouais un parcours et je commençais à faire 2 erreurs, je multipliais le nombre d'erreurs par le nombre de trous à jouer. Donc, je n'avais jamais la concentration du moment. Et surtout, tu as un début, tu as une fin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton parcours, tu ne peux pas retourner en arrière et dire je vais rejouer le trou numéro 7 ou le trou numéro 12. Tu es mort. Le score, il est indiqué, c'est terminé. Et donc, je mettais une pression énorme, mais je ne me mettais pas une pression intelligente parce que je ne jouais pas chaque coup avec 100% sur le coup. Le gars me sort une phrase, il me dit « Un business, c'est une montagne sans sommet ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit le business dans lequel tu es, tu vas avoir tes hauts et tes bas, mais ça ne s'arrête jamais. Parce que même un business qui part en faillite, tu peux relancer un autre business derrière, donc tu vas repartir. Mais ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'échéance. S'il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de risque. C'est quoi le risque? Que tu vas te planter? Ça fait partie de l'équation. Tu vas te planter à un moment ou à un autre. Est-ce que maintenant, quand tu te plantes, tu vas être flagellé dans tous les sens en disant je suis le plus barge du monde, le plus nul, le plus con et tout ce que tu veux? Ou tu vas dire c'est quoi? Je ne la ferai pas une deuxième fois. Et tu repars. Mais juste ça, psychologiquement, c'est jour, nuit. Et si tu acceptes ça, et je pense que je l'ai eu en business, je n'ai jamais eu de plafond. Je me suis mis un plafond au golf, je me suis mis un plafond même, je te dis, sur des examens. Un examen, tu as un début, tu as une fin. Tu fais 1 heure d'examen, 4 heures d'examen, tu as une fin. En business, il n'y a jamais de fin. Donc, pas de peur, prise de risque. Et tu te plantes quand même, mais c'est pas grave. Le but, c'est que sur une carrière, tu ne te sois pas trop planté. Si tu n'es pas trop planté, en général, ça a marché. Ben voilà. Magnifique. Je vois tes beaux tatouages. Ça, c'est récent, ça. Ouais, il me semble. Yoda représente quoi pour toi? Pourquoi cette passion pour Yoda? Parce que c'est pas Star Wars. Les gens pensent que c'est Star Wars. C'est pas Star Wars, c'est Yoda. Yoda, ouais. Oui. La raison, elle est simple. C'est que Yoda, il a 900 ans. Il est tellement moche qu'il est beau. Non, mais il est mignon dans sa mocheté. Non, mais il finit par être super beau. Et puis, c'est la force ultime.
Yoda, il bouge 2 doigts et toi, tu décolles et tu sais même pas où t'atterris. J'aime cette espèce de... Moi, j'ai toujours été contre l'injustice, depuis que je suis tout gamin. Et puis des fois, tu regardes, puis tu vas te moquer parce que le gamin, il est comme ci ou il est comme ça, puis tu lui donnes pas de crédit. Je déteste ça. Puis j'ai subi ça à mon niveau aussi un petit peu. Et pour d'autres raisons. Et je dis, non. Et donc là, tu as la force ultime. Tu n'as pas de prétention. Il est tout petit. Il fait pas peur. Mais c'est une force de malade. Et c'est une force de malade physique, sans le montrer. C'est pas un musclore, hein. Il y a 0. Et c'est une force malade mentale. C'est pour ça que j'aime Yoda. J'adore. Merci, François. Alors en général, dans les gens que j'aime bien, on finit avec un petit bisou. Allez. Ah, je sais que t'aimes C'est les ma canettes. signature.